Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Vendredi 22 février 2019, de l'immobilisme au Hirak. L'Algérie en mouvement, des millions de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes du pays pour protester contre la candidature du président algérien à un 5e mandat consécutif. Alors que Bouteflika, âgé de 81 ans, était malade et quasiment invisible depuis 2013. Si le pouvoir a renvoyé les manifestants au verdict des urnes le 18 avril de la même année, l'ampleur et la nature du mouvement né sur les réseaux sociaux et rassemblant surtout la jeunesse du pays sont inédites. La presse a commencé à faire état de rassemblements spontanés, d'ampleur, diverses dans plusieurs villes d'Algérie, à partir du samedi 16 février, une semaine après l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs centaines de personnes s'étaient ainsi réunies à Kharrata. Mardi 19 février, plusieurs centaines de manifestants ont protesté et décroché une photo géante du président Bouteflika à Khenchela. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des supporters de football sont également visibles dans des stades ou dans la rue en train d'entonner des chants hostiles à la candidature de Bouteflika. Le mouvement a pris une autre ampleur vendredi 22 février. En réponse à plusieurs appels à manifester lancés sur les réseaux sociaux. Indépendamment des organisations politiques, des dizaines de milliers d'Algériens sont descendus dans les rues. Des centaines de personnes se sont également réunies à Paris. Et le mouvement n'est pas fini. Après les avocats, lundi, ce sont les étudiants qui sont appelés à manifester mardi. Et une nouvelle mobilisation d'ampleur est attendue chaque vendredi, à 2 jours de la date butoir pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. La mobilisation est née autour d'un unique mot d'ordre, le refus d'un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999. Depuis l'AVC dont il a été victime en 2013, est-il encore en état de diriger le pays? Ou est-ce son entourage qui tire les ficelles? Personne ne sait qui fait quoi et qui décide. Ce n'est pas la première mobilisation populaire à secouer l'Algérie, même si le pays n'avait pas connu un mouvement d'ampleur lors du printemps arabe en 2011. Mais celle-ci est sans doute la plus importante depuis 1988, estiment les observateurs. Au niveau national et de cette ampleur, avec cette simultanéité et avec l'usage tout à fait nouveau des réseaux sociaux. C'est inédit dans l'histoire de notre pays. Rappelons que toute manifestation est officiellement interdite depuis 2001 dans la capitale et toute tentative de rassemblement généralement rapidement empêchée. En février 2018, un millier de médecins en formation avaient réussi à braver l'interdit en se rassemblant devant la Grande Poste, mais avaient été rapidement encerclés et bloqués sur place par la police. 6 ans après le début du Hirak, le sentiment qui domine en Algérie aujourd'hui est celui d'un rêve contrarié, d'une occasion manquée pour un changement radical du système et pour l'édification d'un État de droit. Nous sommes toujours en présence d'un régime sans légitimité malgré un Hirak pacifique en 2019 qui a secoué les fondements d'un système politico-militaire en fin de vie. Le Hirak a surgi sans que personne ne le voie venir. Ce vaste mouvement populaire transpartisan, transgénérationnel, coloré, avec une seule revendication, le départ du système. Le pacificisme a été l'arme de destruction massive contre les tenants du pouvoir. En quoi le Hirak a changé l'avenir du pays? Le Hirak reste un immense espoir dans la mémoire collective des Algériens. On sait qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu.
22 février 2019, quand le peuple veut, il peut. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour aussi cette couverture spéciale, 6 ans après le début de Hirak, 22 février 2019. J'ai le plaisir d'accueillir sur le studio d'Al Magharibiya mon ami Jamal Dimchenouf, journaliste, éditorialiste politique. Si Jamal, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nasser de m'avoir invité. Je salue vos invités et les téléspectateurs et les téléspectatrices surtout. Voilà. Parce qu'ils avaient un grand rôle pendant le Hirak. Ah, comment nous allons en parler. Absolument. Les femmes ont joué un rôle absolument admirable. J'ai le plaisir aussi d'avoir notre ami aussi Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Il est avec nous ce soir sur le plateau. Si Nazim, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Je remercie également Magharibiya de m'avoir invité. Je vous salue, vous et tous les invités et tous les téléspectateurs, bien sûr, de Magharibiya et tout le peuple algérien à l'occasion de ce 6e anniversaire du Hirak. Barakallahu fik Nazim. Très content de vous avoir avec nous ce soir. Nous avons aussi le plaisir d'avoir notre ami aussi Adel Khalif, consultant international en télécom, bancaire et économie. C'est Adel, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Barakallahu fik. Merci à vous. On va commencer avec des images, si c'est possible, nos amis, donc Soundbite 2, désolé. Les images donc de l'Hirak. Si c'est possible, on va regarder ces images. Et je reviens juste après.
vous avez vu ces images donc, du Hirak, très émouvantes, mais aussi ça nous dit que ce mouvement est historique. On n'a jamais vu un mouvement pareil en Algérie. Pacifique, bien sûr. Si Jamal, je vais commencer cette émission avec vous. Qu'est-ce que vous peut dire quand on voit des images pareilles, 6 ans après, bien sûr? Ça a été un mouvement populaire inédit. Oui. Personne ne voyait venir ce mouvement, ni la classe politique, ni les dirigeants, ni... qu'est-ce qu'on peut dire, Jamal Dimch? Permettez-moi d'abord, Rouya Nasser, oui. Puisque Rona Ali Djoudi est avec nous aujourd'hui, le président de la fameuse ONG Riposte Internationale, qui a été créée, rappelons-le, par des Algériens en majorité, puis qui ont été rejoints par d'autres nationalités, et qui aujourd'hui pèsent très lourd dans le paysage des droits de l'homme en Europe, et très probablement, je leur fais confiance pour ça, dans le monde entier très bientôt. Ils m'ont fait parvenir des livres qu'ils ont édités, des publications, que je me permets de présenter pour rendre hommage à cette ONG, admirable ONG qui nous fait honneur et qui est en train de se battre pour nos droits, pour les droits humains de toute l'humanité. Alors, le premier, Algérie, un virage autoritaire, répression et érosion des libertés. Ensuite, Algérie, Abdelmajid Tebboune, mandat manqué. Et enfin, il y en a encore 2, Riposte Internationale toujours, situation de la liberté de la presse en Algérie. Voilà. Et enfin, rapport sur la situation des droits humains 2023 en Algérie. Je les remercie pour tout ce qu'ils déploient d'efforts et de génie aussi, de militantisme et de courage pour représenter dignement les droits de l'homme dans le monde. Nous saluons leur travail aussi. Pour revenir à votre question, il faut peut-être rappeler, Rouya Nasser, qu'en 1962, en juillet 62, pendant que les Algériens, moi je me rappelle, j'avais 10 ans, et j'ai manifesté moi-même avec mes petits frères dans la rue. Notre mère nous avait cousu des calots, verts, blancs et rouges. Et les Algériens sont sortis dans la rue, femmes, hommes, enfants, alors que l'Algérien généralement... Pour fêter l'indépendance. Pour fêter l'indépendance, alors que l'Algérien généralement, il est très austère pour tout ce qui concerne les femmes, le mélange des genres, vous voyez un peu. Et donc, moi, je me rappelle de cette joie, de cette allégresse. Mais pendant que le peuple fêtait ce qu'il croyait être sa liberté, des forces noires, des forces obscures étaient en train de s'emparer du pouvoir par le sang. Rappelons que l'armée des frontières, quand elle est rentrée à Alger, elle a dû forcer la résistance des vrais anciens moudjahidines qui ont tenté de l'en empêcher. Et on parle de 2000 morts qui ont été, certains bombardés au canon. Et qui ont été inscrits par la suite sur les listes des chouhada tombés au champ d'honneur. Vous imaginez un peu le slogan Sab'a Snin Barakat. Sab'a Snin Barakat. Alors, pendant que ces gens-là essayaient de s'emparer de la victoire d'un peuple qui a lutté pendant 132 ans, pas seulement pendant 8 ans, 132 ans de lutte épisodiques, qui ont toutes très mal fini, généralement dans des bains de sang. Et pendant que donc, l'Algérie, en ce juillet 1962, était en gestation d'un miracle qui allait naître et qui s'appelait l'Hurriya, liberté, des forces du mal, il ne faut pas craindre de les qualifier ainsi, se sont emparés de ce miracle qui venait de naître, et que l'Algérie, sa mère, qui l'a enfanté dans le sang et dans la douleur, n'a pas pu voir. Elle n'a pas pu le prendre dans ses bras, le montrer à son peuple, leur dire « Voilà, vous êtes libres aujourd'hui ». Dès le premier jour, nous avons été incarcérés. Dès le premier jour, nous avons été corrompus. Dès le premier jour, nous avons été infectés. Nous avons été divisés.
montés, dressés les uns contre les autres. Et il en a résulté qu'au fil des années, des décennies, nous avons accumulé en nous-mêmes de la rancœur, de la haine les uns pour les autres, de la lâcheté. Il ne faut pas craindre de le dire, puisque nombreux parmi nous ont accepté de rallier le régime et de devenir ses remparts. Rappelons-nous l'opération Fouao Moujahidine. Ce régime, pour combattre les vrais Moujahidines, qui l'empêchaient de prendre le pouvoir et qui lui étaient généralement hostiles, il les a noyés dans une masse énorme qui se montait en centaines de milliers de faux Moujahidines. Le 19 mars 62, quand les accords de cessez-le-feu ont été signés, des ordres sont venus de l'armée des frontières pour demander à tous les Algériens qui voulaient devenir des Moujahidines de monter au maquis alors qu'il n'y avait pas une seule balle à tirer. Et parce que ce nouveau régime savait que ces gens-là allaient entrer dans sa mauvaise conscience et donc le fortifier, et donc inséminer dans le cœur de la société cette attitude honteuse du resquilleur, de l'embusqué qui vient rafler les fruits de ceux qui ont donné leur vie et tout ce qu'ils possèdent pour que naisse ce miracle que nous avons tant attendu, l'Hurriya. Et alors, pourquoi je parle de ça? Parce que depuis le 5 juillet 1962, au Hirak, au 22 février 2019, même s'il y a eu des soubresauts, même s'il y a eu la tragédie énormissime, indicible des années 90, même s'il y a eu octobre 88, même s'il y a eu la grève des étudiants de l'UNEA et des lycéens en 86, même s'il y a eu des émeutes qui se comptent par milliers, qui se disaient des émeutes sociales, mais qui n'en sont pas moins politiques, hautement politiques. Il n'y a jamais eu, dans cet intervalle, où l'Algérien sombrait chaque jour un peu plus dans la méchanceté, dans la lâcheté, dans l'hypocrisie, dans la perte des vraies valeurs que nous avons pourtant conservées pendant des siècles. Pendant ce temps, ce régime, parce qu'il avait besoin d'alliés naturels, a corrompu la société jusqu'à son âme profonde, jusqu'à son être collectif. Et c'est pour ça, rappelez-vous, que lorsque le Hirak a fleuri, qu'il a littéralement explosé, que du jour au lendemain, alors que le peuple algérien était totalement désorganisé, que les seuls qui pouvaient le représenter un tant soit plus l'étaient par des organisations factices, comme les partis politiques par exemple, ou les syndicats. Rappelez-vous que c'est la première fois que nous avons vu dans les balcons les gens qui regardaient défiler les manifestants et qui pleuraient à chaudes larmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont désespéré de revoir un jour refleurir la dignité. Non pas celle officielle avec des millefeuilles et de la limonade Mohamed Boualem, entre officiels, mais celle d'un peuple qui marchait, qui a donné une leçon de civisme, de bonheur. Et je finirai là. Rappelons-nous quelque chose. Dans cette ambiance pacifique, enthousiaste, très belle, magnifique, où sont nées les plus belles chansons politiques, les plus belles chansons engagées que je connaisse. Il y avait quelque chose d'absolument magnifique. C'était que les femmes et les hommes se tenaient par la main. On a même vu qu'ils dansaient ensemble. Il y avait des islamistes, il y avait des démocrates, des communistes, des socialistes, des vieux, des jeunes, des moins jeunes. Et c'était absolument... Et le pacifisme de ces manifestations, donc les manifestants nettoyaient les rues après les manifestations, ont étonné le monde. Et la harga,
très curieusement. Absolument. C'est complètement stocké. Il n'y avait plus un seul harrag, ni un seul passeur. Très important, parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi donc le harga s'est arrêté pendant le Hirak en 2019. Nazim Taleb, Jamal Din Ben Chouf est en train de comparer donc le sursaut populaire, donc cette révolution pacifique du peuple qui a surpris tous les acteurs politiques, si on peut dire, algériens, mais aussi même le régime, tellement qu'il était sûr de lui d'aller donc dans cet élan du 5e mandat. Même si Bouteflika n'était pas là, ils s'en foutaient. On entendait des déclarations, les Majbouch el-Hal, Beddel el-Blad, les Majbouch el-Hal. Donc ce sursaut a surpris plus qu'un. Donc est-ce qu'on peut comparer, comme l'a dit Jamal Din Ben Chouf, à ce sursaut des Algériens aussi du 5 juillet 62 Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y a aussi. Bon, alors c'est vrai que ce qu'a dit notre ami Jamal Din, pardon. Mais il y a aussi le sursaut, rappelons-nous, de décembre 61, qui était non violent. Parce que nous, l'histoire nous dit, en fait, c'est 7 ans de guerre, mais il n'y a pas eu que des guerres. Il n'y a pas que eu des épisodes armés dans la révolution algérienne. Et pour moi, les événements de décembre 61 ont été d'une ampleur inégalée dans la lutte des Algériens pour leur indépendance. Et là, effectivement, c'était hommes, femmes, vieux, tout le monde voulait la liberté, tout le monde voulait l'indépendance de l'Algérie. Et c'est là d'ailleurs où la France a compris que c'était plus possible de rester. C'était une volonté, mais les gens sont sortis par dizaines, des centaines de milliers. C'était vraiment rarement vu, mis à part peut-être les événements de mai 45. Donc effectivement, je crois que certains observateurs dans Jamal Din, on savait qu'à un moment donné ça allait exploser. On le savait. Comment, quel jour, on ne le savait pas. Mais c'est vrai que le régime était, pour lui, c'était verrouillé. Depuis Bouteflika, ils ont inondé les Algériens. Rappelez-vous des révoltes de 2011 pendant le printemps arabe. Il y a eu des révoltes, une révolution en Tunisie, il y a eu des révoltes en Algérie. Vite calmé par l'ouverture du robinet, on a donné de l'argent, des rappels de salaire, etc., pour calmer le jeu. Donc pour eux, bon, c'était fini, les Algériens n'allaient plus se révolter contre le régime. Effectivement, le régime a été plus que surpris, et même les observateurs ont été surpris, non pas du fait que les Algériens sortent, mais de l'ampleur. On parle quand même de certains vendredis où il y avait 23 millions de personnes. C'est énorme, c'est un fait historique qui est, pour moi, je ne connais peut-être pas toutes les révolutions, toutes les révoltes, mais inégalé. Et moi, j'ai pu assister à 2 vendredis, mais effectivement, c'était magique. C'était magique. Les gens, ce que vous voyez en Europe, vous savez, quand je suis venu en Europe, il y avait des guitaristes, il y avait des gens qui et je disais, pourquoi ça n'existe pas en Algérie? Mais ça existait pendant cette période. Les gens ramenaient la guitare, ils l'abou chabi dans les rues. Je me rappelle une fois, on prenait le café avec Karim Tabour, Allah yadhkuru bil khair, et les gens se sont agglutinés autour de nous et on parlait politique. Et c'était peut-être, on est fini peut-être avec une centaine autour de nous, et c'était vraiment magnifique. C'était une période de formation pour les Algériens. On dit le Hirak, pour moi, il n'est pas fini. Le Hirak, cette période-là, c'est une formation cardinale pour les Algériens. Déjà, ils ont appris à se parler, à se découvrir. Il y avait des gens de l'Est, de l'Ouest qui venaient à Alger. Les Algériens, ça me fait rappeler un certain militant du PPA, parce que comme l'État colonial avait disloqué, mis des frontières partout, il fallait un laissez-passer pour aller d'une commune à une autre, il leur a dit, le chauffeur c'était un mec de Tlemcen, le passager de Kabylie, les 3 derniers, ils ont appris à se connaître. Parce qu'ils ne se connaissaient pas. Et les Algériens, effectivement, ne se connaissaient pas. Et cette période-là, les Algériens se sont connus. Ils se sont connus dans leur diversité.
Ils ont connu, comme il a dit Jamal el-Din, effectivement, la femme qui a contribué, c'était énorme aussi. Les femmes nous, on est quand même une société assez conservatrice. Les femmes vraiment marchaient tout naturellement. Mais les femmes elles-mêmes disaient, c'était dans le respect. Personne n'essayait de draguer, excusez-moi de cette expression, ou bien de bousculer, etc. C'était dans le respect total. C'était des témoignages de femmes qui le disaient. Donc c'était une période vraiment qui est quand même restera dans les annales de l'histoire algérienne. Et pour finir, je dirais que le Hirak n'est pas fini. Le Hirak, c'est comme tous les événements qui ont eu lieu dans notre histoire. Avec des événements peut-être sanglants, plus glorieux, moins glorieux, mais c'est une accumulation. Et le Hirak, c'est comme tous les événements antérieurs, que ce soit les événements 1988, que ce soit les étudiants les universités algériennes dans les années 70, que ce soit mai 45, tout ça, c'est une école qui nous fait apprendre des choses et surtout le Hirak, qui a fragilisé plus qu'avant le régime algérien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le régime algérien, non seulement on le voit aujourd'hui, qui met pratiquement tout le monde en prison, y compris des généraux, des colonels, etc. Et en même temps, cette peur du retour du Hirak, parce qu'ils savent très bien que ce qui a mené au Hirak, les raisons qui ont mené au Hirak du 22 février, sont toujours là. Ils le savent, et ça va revenir. Très bien. Adel, qu'est-ce que le Hirak représente pour vous, donc, cette révolution? Vous avez entendu notre ami Jamal el-Din Mechenouf, Nazim Taleb. Est-ce que le Hirak restera donc dans l'histoire de notre pays, et surtout par rapport aux luttes pour un état de droit, pour les libertés? Adel. Merci. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas franchement grand-chose à rajouter après ce que ces deux charmants gentlemen ont évoqué. Je dirais tout simplement, pour ma part, je ne cesserai jamais de rendre hommage à notre extraordinaire, grandissime peuple. Moi, j'ai toujours été époustouflé par son affection, sa force, ses capacités d'expression. C'est un peuple qui a toujours vécu contre vents et marées, quel qu'en soit le challenge. C'est un peuple qui a vécu tellement de colonies, c'est un peuple qui a vécu la colonie même de son propre système, un système qui a toujours vécu au rythme de ses crises internes. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus si c'est une forme d'hypocrisie de la part du système ou de la part d'autres personnes plus ou moins proches du système. Mais il y a cette faculté, je ne sais pas si on pourrait utiliser le terme faculté parce que c'est un peu, ça ne mérite pas, mais il y a cette capacité, on va dire, il y a cette capacité de constamment être dans le refus catégorique de l'écoute de son peuple. Or, une nation n'est que représentée par son peuple. Ce qu'il y a de plus fort dans une nation, c'est son système judiciaire. D'ailleurs, sa justice, je veux dire. D'ailleurs, même dans le registre, comment dit-on, pour ceux qui sont d'une grande piété, même dans le registre religieux, il est dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même Blad li ma fihash adala ahjar minha. Un pays où la justice ne règne pas en maître absolu est un pays qui est voué à aucun avenir certain, ni pour son peuple, ni pour ses dirigeants. Car la justice peut être contrôlée, peut être commandée par... D'ailleurs, je me souviens d'une petite caricature très sympathique de l'époque de M. Ali Dilem sur Liberté, quand il y avait une passation de consignes entre un ministre de la Justice et l'autre, c'était dans les bras, c'était pas le marteau, c'était un téléphone. Donc la passation de consignes. Donc voilà, donc moi j'espère tout simplement que, comme vous avez dit, monsieur, moi je dis que ce qui m'effraie un peu, ce qui m'effraie même beaucoup, c'est que si le Hirak ou autre action populaire du type arrivait à intervenir, arrivait à avoir lieu, elle ne va pas avoir les mêmes conséquences.
Parce que vous parliez du pacifisme du Hirak, et c'est vrai que c'était un mouvement extraordinaire. D'ailleurs, pour l'information, je ne sais pas si vous en êtes au courant, messieurs, vous savez que le Hirak était classé dans la liste du prix Nobel de la paix. Oui, c'est vrai, vous me le rappelez. Et voilà. Et donc, c'est dommage, hein, il avait fini troisième, pas très loin. Et donc, moi j'étais époustouflé. Moi je suis un homme qui est passionné par son peuple, beaucoup plus que par le pays. Mon peuple me passionne, moi j'aime mon peuple, je le trouve sublime. Et il mérite d'être écouté, et il mérite le minimum. Alors aujourd'hui, ce qui me fait peur par rapport au Hirak, et j'essaie de revenir un peu à la question de M. Nasser, vous savez, le Hirak de 2019 avait un objectif, à savoir ne pas exprimer un refus catégorique, un 5e mandat du président, du défunt Bouteflika. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même configuration. S'il y a encore une fois un mouvement populaire, ça va être un mouvement qui va exprimer la colère contre la faim, contre l'emploi, contre la crise économique, contre les injustices et les dépassements. Ce n'est pas la même texture. Celui-ci risque, hélas, de ne pas être pacifique. Ce qui m'effraie énormément. Mais je pense que le peuple, qui représente la force absolue d'une nation, demeurera toujours la force d'une nation, parce que de toute façon, celle qui est supposée être la représentation d'une nation, c'est la justice, et n'oublions jamais qu'un jugement est rendu toujours au nom du peuple. Tout ce que je souhaite, autant que citoyen algérien, comme vous tous, c'est que ce peuple sublime, ce peuple magnifique, mérite d'être, pour une fois, écouté, honoré, car il le mérite, et je suis bouleversé que personne n'écoute ce peuple. Très bien. Adel, vous avez parlé aussi du prix Nobel. On va montrer quelques titres, puisque pendant le Hirak, la presse internationale a réagi par rapport à ce sursaut populaire, mais aussi au pacifisme. On va regarder quelques-unes. France Info d'abord. Pourquoi le mouvement citoyen en Algérie, vous êtes en train de voir cette une, pourrait prétendre au prix Nobel de la paix. Un autre titre, Middle East Eye, Algérie, l'humour politique, arme d'un Hirak pacifique et joyeux. En même temps, on va regarder cette petite vidéo donc, par rapport à l'exemple du Hirak, non seulement en Algérie, mais aussi dans le monde. Aussi ce qui se passe en Algérie, et j'avoue que je suis très impressionnée par la manière dont les choses se passent. Ça fait quoi? Presque 3 semaines maintenant que les Algériens manifestent. Chaque jour, ils sont des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans les rues. Et puis depuis le début, il y a eu quelques blessés, mais aucun incident majeur. Chapeau, les Algériens. Vous êtes un exemple pour nous tous. Vous êtes un modèle pour nos gilets jaunes. Alors, ce que je trouve remarquable, vu d'ici, à Paris, c'est le côté pacifique du mouvement. Les manifestations sont calmes. Les Algériens font preuve d'un civisme impressionnant. On sent l'expérience, on sent le vécu. Remarque, quand tu as passé ta vie dans la censure, tu finis par développer un certain savoir-faire. Ils sont surentraînés dans ce domaine-là, les Algériens. Merci, Boutef. C'est extraordinaire. On ne s'est pas habitué à entendre des choses pareilles, surtout dans les médias français, et surtout en ce moment, si jamais. C'est extraordinaire. Oui. Un peuple qui a ébloui tout le monde, qui a fait réagir même les médias en français qui disent qui ont dit, on l'a entendu là, que le peuple algérien, le Hirak, est un exemple pour le monde entier, dans son pacifisme, dans... C'est émouvant, c'est bouleversant. Je me rappelle on pleurait tous à chaudes larmes. Mais Nasser, c'est bien qu'on fasse des émissions comme ça où on essaye d'être humain, d'avoir des larmes aux yeux, d'être fier de pleurer, de joie, de dignité, parce qu'on nous a privés de tout ça. On nous a privés jusqu'à notre sens de l'honneur. J'aimerais bien que la régie braque la caméra sur notre présentateur pour voir qu'il pleure min gelbou. Merci Nasser pour ces larmes, merci. شوف خويا ناصر
faut comprendre une chose. L'IH, avant et après l'indépendance, comme j'ai eu la chance, moi, de vivre l'Algérie d'avant, l'indépendance et d'après, et qui a eu la chance aussi de se documenter un peu de tout ce que subit notre peuple, qui est en effet admirable et qu'il faut aimer absolument, à plus forte raison qu'à ce peuple, on a inséminé toutes les mauvaises choses du monde pour le détourner de sa vraie nature, pour qu'il ne soit plus dans la résistance, serait-elle passive. Pourquoi les gens ont pleuré et continuent jusqu'à aujourd'hui de pleurer quand ils vivent ces moments? C'est parce que moi je suis convaincu, il y a des scientifiques qui ont avancé des thèses et d'autres, qui disent que les peuples qui connaissent de grandes souffrances, des occupations trop longues, des despotes, des envahisseurs, des gens qui viennent les déposséder, y compris de leur dignité, qui les emploient comme ouvriers taillables et corvéables à merci sur leur propre terre, ou qui les chassent de terres de terres fertiles vers des endroits où ne pousse que la pierre et les ronces et le chardon. Ces peuples vivent une sorte de catharsis en marchant. Et ces souffrances qu'ils vivent, ils les transmettent à leurs descendants. Une sorte d'épigénétisme. L'enfant qui naît, qui n'a pas connu les souffrances de son père, les porte néanmoins en lui. C'est pour ça que les psychothérapeutes, quand vous vivez un moment difficile, ils vous disent, il faut que vous fassiez votre catharsis. Il faut que vous fassiez votre cure, en quelque sorte de désintoxication de ce qui vous habite, de mauvais, de lourd, de pesant. Nous, en guise de catharsis qu'ils ont offert à notre peuple, dès le premier jour de l'indépendance, ça a été de nous bâillonner, de remplacer le colonialisme au pied levé, en utilisant ses propres méthodes. La Villa Jolie, qui servait de centre de torture à l'OAS et à la troupe, a continué à servir de centre de torture à l'Algérie d'après l'indépendance, pendant des années. C'est dire. Les mêmes méthodes de torture, de viol, de terreur, d'interrogatoire, généralement l'interrogatoire, c'est pour faire parler le prisonnier. Chez nous, ils se sont servis de l'interrogatoire comme forme de terrorisme, pour faire peur aux gens. Ça veut dire, si jamais tu passes par les caves de la ASM ou du DRS, tu risques, d'être aussi, tu risques d'être violé. Et chez nous, un homme qui est violé, c'est hachak, mais il faut en parler. Il ne faut pas craindre. C'est pire que tout. Il rase les murs de la vie. Il ne peut plus se permettre d'avoir un ennemi parce qu'il lui rappelle ça comme si c'était de sa faute. Et des gens qui ont vécu ça, ils se comptent par dizaines de milliers. Et quand le Hirak est venu, ce peuple qui a été privé de catharsis, de thérapie collective, pour pouvoir se remettre de tout ce que les générations qui l'ont précédé ont subi. 6 générations, 6 en 132 ans. Pour que les générations qui l'ont précédé, il peut enfin vomir, rejeter le bouchon qui obturait son âme et sa dignité d'homme libre. Et علاه الناس كانوا يبكيوا نهار الحراك وعلاه اليوم الناس الكرماء مازال تبكي الحراك وعلاه الناس حبسوا هذاك pourquoi ils sont arrêtés de يحرقوا vers les rives l'autre rive, c'est parce qu'ils ont cru qu'enfin leur honneur leur a été rendu, non pas par un quelconque potentat qui a décidé que l'on a trop fait le barakat, qu'ils ont. Non, leur honneur leur a été rendu par leur propre peuple. Le daraja, Nasser, je le rappelle puisqu'on couvrait au millimètre. Le daraja, ceux qui étaient les alliés naturels du régime,
اللي كانوا يديروا الكادر تاع بوتفليقه وسانكيام موندا ويسلموا عليه في الارض وانه تريتي نو دو حركي دو ميرسونير دو مخزن هذوك ولاو ils organisaient devant leur parti politique bidon, ils organisaient des marches, se faisaient filmer en train de manifester en tenant par les bras, etc. Mais juste une chose et j'en aurai fini. Kima قالها Nazim, je ne doute pas une seconde que le Hirak va repartir. Mais, pour apporter de l'eau à votre moulin aussi, je crains que si l'on y prend garde, que ça ne soit très violent. Parce que trop de haine se sont accumulées, trop de hagra, trop d'injustice, y compris sociale. Vous voyez rouler carrosse des gens qui ont acquis leurs biens de façon indue, qui vont dans les quartiers les plus défavorisés pour écraser de leur morgue les gens qui ont de la difficulté à se nourrir, à acheter du poulet. Donc, on va revenir sur cette question, Djemal-Din Benchnou, parce que la question qu'on se pose ce soir, c'est d'abord essayer de comprendre ce phénomène, ce sursaut populaire et cette ambiance qu'il y avait dans la société, dans différents courants politiques, mais aussi des familles, des hommes âgés, des personnes âgées, les femmes et tout ça. Tout le monde était impliqué dans ce mouvement. On va regarder les images. D'abord, on va rendre hommage aux femmes. On va regarder ces images et je reviens à vous juste après. مشاهدينا تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. Voilà. On va regarder aussi les enfants. Même les enfants, ils ont eu un rôle dans ce hirak extraordinaire. On regarde les images.
Donc, ces images. Nazim Taleb, après ces images, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, il y a énormément de choses qui ont. Désolé de le dire, mais bon, je parle jamais de ma famille, mais quand on voyait les femmes, ma tante, Allah yarhamha, elle est morte à Jebel arme à la main, Taleb Salima. On a retrouvé d'ailleurs son corps il y a 3 ans, elle a été bombardée au chimique. Et donc je me dis effectivement, c'est une lutte d'hommes, de femmes. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas peut-être en parler trop, mais c'est vrai que la femme algérienne, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et elle a contribué, elle contribue toujours dans la construction de cette grande nation. Et je suis sûr qu'elle sera grande. Je vois ces pépites et je me dis, quelle occasion perdue, Nasser. Quelle occasion perdue pour ce régime. Il avait un beau peuple, souriant, sans rancune, sans rancœur. Il ne demandait qu'une chose, que sa voix soit entendue, des institutions fortes, une justice, un état civil. Il demandait ça dans la bonne humeur, dans la joie, dans la musique. Vous voyez ces beaux visages, personne ne... Il n'y avait pas un cri à guillotiner tout le monde. Au contraire, il voulait vraiment construire une Algérie nouvelle. Et je me dis, 6 ans après, ces pépites, si on avait connu ce changement, auraient pu être des futurs ingénieurs en intelligence artificielle, en génie civil, en médecine, en biologie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont en face? À chaque rentrée scolaire, un gendarme, un policier et un soldat. Voilà l'avenir, 6 ans après, qu'on offre à ces pépites-là, une Algérie militarisée, surmilitarisée, où le seul avenir qu'ils ont pour avoir un job, c'est être fonctionnaire, et plus, bien sûr, c'est toujours le plus, c'est être policier, gendarme, ou être un soldat de l'armée. Et encore une fois, quelle occasion perdue. Quelle occasion perdue. Mais l'espoir est toujours là. On a parlé tout à l'heure d'histoire. Rappelons-nous les événements de mai 1945, 30 000 morts d'après le Financial Times. L'histoire algérienne parle de 45 000. La France, qui célébrait en 1930 le centenaire de sa présence en Algérie, pour elle, c'était plié. C'était un département français, l'Algérie. Pour elle, c'était fini. C'était fini. 1945, un grand massacre. Et malgré ça, quelques jeunes qui en avaient, on ne va pas rentrer dans l'histoire, mais ils en avaient marre des luttes entre le PPA et les centralistes, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et de ça est née la révolution algérienne. Cette révolution n'est pas bien sûr née en 1954, elle est née bien avant, d'une accumulation, encore une fois, de batailles, de batailles glorieuses, moins glorieuses, de traîtrises, etc. Mais l'Algérie, la France qu'elle connaissait, qui croyait que l'Algérie lui était acquise, on était les descendants de Gaulois, pour vous dire à quel point c'était acquis pour eux. À un moment donné, ils se sont réveillés. Et qu'est-ce qui a changé 1954 par rapport à 1945 ? Eh bien, c'est ce que le Hirak de demain et après-demain, effectivement, il y a des craintes, mais je crois que le Hirak a énormément appris de cette période-là. Très bien. Ils ont appris que le nombre est important, mais aussi il faut s'organiser, avoir une représentativité. On ne peut pas dire le Hirak bidoun Temthilia, etc. C'est pas possible. Il faut s'organiser. Il faut être représentatif. Il faut une représentativité au niveau du Hirak. Mais tout ça, c'est des leçons que les Algériens vont apprendre. C'est pas à nous qu'on va leur apprendre ça. Les Algériens vont l'apprendre comme ils nous ont
surpris le monde par leur non-violence, ils vont les surprendre par un changement. J'espère effectivement, même si je partage les craintes, mais j'espère qu'ils vont encore nous surprendre pour, une fois pour toutes, se débarrasser de ce régime militaire. Merci. Merci Nazim. Adel, quel était le message politique du Hirak? D'abord, j'ai parlé dans mon introduction donc, du pacifisme, qui a été l'arme de destruction massive contre les tenants du pouvoir. L'implication de la femme, des enfants, des familles, des personnes âgées aussi. Est-ce que vous pensez que c'était important de pacifier donc, ce Hirak, ce mouvement populaire? Moi, je commencerai d'abord par dire que ce qu'il y a d'extraordinaire, encore une fois, dans notre peuple, chez notre peuple, dans ce peuple magnifique, c'est aussi sa capacité d'être tolérant et sa capacité à pardonner. Et ça, c'est un message aussi que j'envoie à toute personne qui a aujourd'hui le pouvoir de décider. Le peuple algérien est très tolérant. Notre peuple est un peuple sublimissime de beauté. Il est très tolérant. Malgré toutes les difficultés, malgré toute cette souffrance, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale. Par exemple, moi je dis quelque chose de très simple. Vous voyez l'instrumentalisation de la machine judiciaire en Algérie. Pour une parole de dite ou d'écrite, vous êtes emprisonné. Moi je pose la question au président de la République. Je pose cette question. Le soir, monsieur, quand vous allez au lit, savez-vous sh'halm al-um bakitha? Le sait-il? Quand on est victime entre guillemets, bien sûr, de cette pathologie qui s'appelle la mégalomanie. Quand on est au pouvoir, vous savez, quelle est la définition d'abord du mot peuple? Comment définissons le mot peuple? Le peuple, c'est un nombre d'individus représentant la masse absolue sur qui la loi s'applique. Et donc ceux qui font la loi représentent la minorité, l'extrême minorité. Donc je pense que quand on est au pouvoir, à mon avis, on n'a plus la capacité de vraiment réfléchir avec rationalité, même si on le veut, même pour ceux qui ont une bonne foi, on va dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parlons des constats que nous avons. Parce que si vous permettez, messieurs, moi personnellement, je ne suis plus tellement braqué sur cette histoire de Hirak aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup plus braqué sur un élément qui est ô combien urgent et important. Il y a aujourd'hui une capacité par l'État, donc la présidence et le gouvernement surtout, à vouloir absolument démontrer un énorme manque de respect à ce peuple en s'exprimant d'abord par des absurdités interstellaires en disant que nous sommes la 3e économie mondiale. Secondo, nous avons tellement de malades qui meurent dans des hôpitaux par défaut de médicaments. Nous saluons l'extraordinaire réputation de nos médecins, hommage à eux tous, toutes et tous, voilà. Mais nos hôpitaux sont une salle d'attente pour le cimetière. D'accord? Le système éducatif qui est décimé. Ce peuple ne mérite même pas des produits de télécom basiques qui sont devenus obsolètes aujourd'hui en Europe. Ne mérite même pas plusieurs fournisseurs d'électricité. Ne mérite même pas plusieurs fournisseurs plusieurs types de trains où il a le choix, où il peut dépenser son argent. Ne mérite même pas. Pourquoi il y a cette obsession continue, éternelle et répétitive à vouloir absolument bloquer et freiner l'essor de ce pays? Parce que aujourd'hui, moi ce que je dis, et ça c'est mon opinion bien sûr, qui n'engage que ma modeste personne, je pense que la solution aujourd'hui, messieurs, c'est que maintenant il faut faire un tournant à 180 degrés, c'est mon analyse pour la solution de l'Algérie. Maintenant il faut un président jeune, qui comprenne la texture mentale des jeunes, car les jeunes sont l'espoir de ce pays. On ne peut pas réécrire le passé, mais on peut écrire l'histoire. Mais la question qui se pose à Adel, je vais vous rendre la parole. Beaucoup vous diront que la question n'était pas en la personne de Bouteflika, Rabbi Rahmou, si on parle de Bouteflika.
né dans la personne d'Abdelmajid Tebboune. On va revenir sur la fameuse phrase qui a été dite par le jeune Sofiane, c'est que les Algériens parlaient d'un système de fonctionnement. Et ils ne parlaient pas d'une personne ou deux, c'est tout le système qui gouverne l'Algérie depuis 1962 qui a été remis en cause. Mais justement, je m'acheminais justement par rapport à ce point-là, et je vous remercie de le rapporter encore une fois à la surface. Voyez-vous d'abord la femme algérienne. Regardez, je vais vous donner juste une illustration parfaite qui vous démontre la malhonnêteté de ce système que vous évoquez. On va l'appeler système, parce qu'il faut de tout pour faire un système. Regardez la récente victoire de Malika, comment elle s'appelait, celle de oui, merci. On n'a même pas l'élégance d'attribuer la victoire à cette femme extraordinaire, on l'attribue au président de la République. Et qu'est-ce que c'est que vous voyez, donc il y a une haine à cette superbe, magnifique créature qui est la femme algérienne. C'est nos mères, cette femme algérienne, c'est nos mères, nos sœurs. Moi, je souhaite un jour, Inch'Allah, et je le dis haut et fort, je voudrais voir un jour femme présidente de la République en Algérie. Je veux voir femme Premier ministre. Je veux voir une femme algérienne, ministre des Affaires étrangères. Ça suffit. Il faut oxygéner maintenant ce pays. Donc, pour moi, aujourd'hui, la solution, c'est pas pour dévier de votre question par rapport à l'époque, parce que, monsieur, nous sommes confrontés à demain et non pas à hier. Mais pourquoi aussi, Adel, je ne sais pas si très rapidement, parce que j'aimerais aussi faire intervenir Jamal Din Benchenouf. Oui. Beaucoup, des fois, nous critiquent aussi pourquoi revenir sur sa date de Jamal Din Benchenouf, alors qu'on a vu par exemple, il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui sont sortis pour fêter, si on peut dire, cette journée qui a marqué l'histoire de notre pays, ce 22 février 2019. Pourquoi pour vous c'est important d'en parler? C'est important donc de faire des émissions sur cette date. Jamal Din Benchenouf. Vous voulez peut-être... je vais revenir vers lui. Nasser, on va essayer ce système, rester sur les questions qu'on pose aujourd'hui par rapport au Hirak. Ce système ou ce régime ou ce pouvoir, on l'appelle comme on veut, il sait que s'il ne se prémunit pas contre des réactions normales et naturelles et logiques et légitimes, il va partir. Donc, comment empêcher ce peuple de le chasser, tout simplement? Alors que, soit dit entre parenthèses, ce régime a montré toute l'étendue de sa stupidité. Parce que s'il était constitué de gens moyennement honorables, moyennement intelligents, moyennement perspicaces, il n'aurait pas raté l'occasion du Hirak pour sortir de la grande porte. Il aurait dit... je vous ai entendu, je vous ai compris. Moi, je vais organiser une phase transitoire pour l'avènement d'un état de droit. Pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il n'est pas bête, parce qu'il sait qu'une phase transitoire, ça peut prendre des années. Et qu'en même temps, ça va lui permettre de négocier les conditions de son départ. De s'assurer qu'il ne sera pas poursuivi pour toutes les turpitudes, toutes ces turpitudes et tout ce qu'il a fait subir aux Algériens et à l'économie algérienne. Mais non, lui, Tebboune d'ailleurs l'a dit publiquement, ceux qui parlent de transition politique sont des traîtres à la nation. Vous imaginez un peu. Mais ce régime a donc compris une chose, c'est que s'il ne prend pas les choses en main, à sa façon et selon ses méthodes, éprouvées ô combien, il va se retrouver à la touche. Alors qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a récupéré le Hirak, comme il a récupéré la mémoire collective, novembre, le Shuhada, ou la révolution de novembre et tout. Il a vite fait de récupérer le Hirak, alors qu'il a tout fait pour réprimer le Hirak. Vous vous rappelez Gaïd Saleh, qui voulait imposer un cinquième mandat absif. Et chaque semaine, il faisait des discours. chef Belli, ça ne passait vraiment pas.
Il a voulu prolonger le 4e mandat. D'accord? De quelques mois, d'une année, voire. Puis quand il a appris que Saïd Bouteflika avait rencontré Toufik et d'autres personnes et qu'ils avaient décidé de le débarquer, là, il est devenu le héros du peuple. Il a dit « Ah non, 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 il faut qu'il démissionne et on passe à de nouvelles élections. » Qui les nouvelles élections? Le tocard qu'il a choisi lui-même, le fantoche. Oui. Mais là, maintenant, il est face à un peuple qui a réalisé un événement historique mondial, à mon avis, inconnu, inédit dans l'histoire des peuples. Vous imaginez que les seules violences, les seules personnes violentes dans le Hirak, vous savez qui c'était? Vous le savez très bien, Nasser. C'était les Baltagias du Nizam, qui, en plus des forces de l'ordre, comme ils disent. C'était les Baltagias du Nizam, notamment au tunnel des facultés, notamment à Barj Baharerij, qui agressaient les manifestants. Et qu'on avait shooté, comme ils le faisaient pendant les années rouges, à la Madame Bleue, la fameuse pilule qui mélangeait à de l'alcool, vous transforme en fauve, capable de tuer père et mère. Et il leur donnait Zotla, il leur donnait de l'argent pour aller casser du manifestant. Les seuls violents. Donc ce Et on mouvement... trouvait même des sacs de pierre. Des sacs de pierre le matin, ils se réveillaient, les gens, ils trouvaient. Absolument. Ah, je ne sais pas où, m'a raconté un homme, parce qu'ils ont vu que le drapeau berbère n'était pas très bien perçu partout. Les gens pensaient que c'était un peu le drapeau du MAC. Donc ils ont joué sur ça aussi. Quelqu'un m'a dit, un jour on s'est réveillé, on a trouvé un carton de drapeau tout neuf, plié, à Mazir, qui a été au lieu des pierres, ils ont mis des drapeaux parce qu'ils ont vu que c'était contre-productif. Mais qu'est-ce qu'il avait le Nizam? Et je m'arrêterai là. Il a appuyé sur le bouton propagande. Propagande à outrance. Il a appuyé sur le bouton discorde. Qbaïl. Le Qbaïl. Il a même utilisé Zouave. Zouave. Merci de me le rappeler. Mais le Hirak était الحراك يا وهارنا نصعرفوا بكم يا تيزي وزون نصعرفوا بكم يا le Hirak n'est pas mais les régions où il y avait une faible mobilisation, faut le dire, faut plus cacher les choses. Les régions où il y avait, parce qu'il y avait des régions qui carrément n'ont pas participé du tout, ou alors faible participation. Hadouk, ils ont mis le paquet sur ça pour les dissuader d'entrer dans la danse. يقولوا لهم القبائل زواف حبوا يقسموا البلاد حبوا يجيبوا فرنسا حبوا يرجعوا les mosquées يرجعوا mon église alors que la Kabylie est connue pour être la région où il y a le plus de mosquées en Algérie et des mosquées traditionnelles, pas celles qui ont été construites récemment. Donc il a utilisé ça, la discorde. Ils avaient une peur bleue des quartiers populaires qui m'ababelouad ou la Kasbat. C'est quelqu'un qui me l'a confié qui est du régime. قال لي خايفين من صغاريت اليويو. Les youyou qui aujourd'hui sont des cris stridents de femelles gavées. Mais dans la mémoire, pas seulement algérienne, maghrébine, Zgharida ou la Tagrida qui me les youyou, était un cri de guerre que lançaient les femmes des braves quand ils fondaient sur l'ennemi. Tu vois? Ça rappelle la scène de Ali Moutouakaf. Ali Moutouakaf, d'ailleurs, tu te rappelles, ils appelaient les chouhada. Et ils ont récupéré le Hirak, ils en ont fait une fête nationale, au point où le Hirak, c'est moi. Et, et là, c'est là où le régime montre toutes ses limites, ils interdisent aux Algériens de fêter une fête nationale. Une journée nationale. D'accord, fête nationale, même pour la fêter. Très bien. On va rendre très rapidement à Adel Moulachi Zafalin, parce que la question que vous avez posée à Adel est très... C'est un lord. Sœur. Les questions que vous avez posées à Adel sont très importantes et pertinentes. Mais on veut, dans cette émission, comprendre d'abord
ce phénomène de Hirak, ce sursaut populaire, mais aussi l'implication de toutes les couches donc de la société. On a parlé des enfants, on a parlé des personnes âgées, le rôle des femmes. On va parler aussi le rôle des avocats, mais aussi, le plus important, le rôle des jeunes, des étudiants. D'abord, on va voir ces images des avocats donc, qui étaient parmi les hirakistes. Restés fidèles et qui défendent toujours donc les militants politiques, les militants des droits de l'homme et bien sûr les étudiants, les jeunes qui ont donné donc une portée qui n'était jamais vue en Algérie, surtout cette portée par rapport aux réseaux sociaux. On regarde ces images. Adel, je vous rends la parole. Ben écoutez, je vous invite déjà à me reposer la question. Donc, quand quand on regarde ces images, l'implication des étudiants, des jeunes, jamais on a vu autant de jeunes, surtout les étudiants, qui étaient impliqués donc, dans différentes luttes comme celle de 2019, donc le 22 février 2019. Comment peut-on expliquer donc cette implication? Bon, écoutez, moi je pense que je suis clair dessus. On ne peut pas arrêter la fièvre en cassant un thermomètre. La réponse est très simple. Parmi toutes les gouttes, il va y avoir une goutte qui va faire déborder le vase. C'est obligatoire. Ben oui. Mais les deux événements sont liés. C'est-à-dire un qui fait partie du passé et un autre qui risque de faire partie du futur, c'est-à-dire une réémergence de ce mouvement-là. Il aime le futur. Ben oui, absolument. Mais vous savez, moi je suis convaincu que le futur existe déjà, c'est un autre débat. On va y revenir pour toutes les questions, bien sûr, allez-y, bien sûr. Demain dans les émissions Tawana, Inch'Allah. Très bien. Donc, moi je pense que ce qui risque d'arriver, et encore une fois, moi je suis pratiquement convaincu que ça va arriver, il va y avoir une forme d'expression de ce peuple qui va être différente maintenant. Va être différente, peut-être qu'elle va se faire d'une façon technique, via les réseaux. D'ailleurs, on a vu le truc, là, le hashtag Madani Shradi, puis soudainement ça a disparu. Donc on voit qu'il y a des trucs qui sont un peu très très étranges dans ce contexte-là. Mais aujourd'hui, je pense que notre pays est exposé à un danger certain. Un danger certain parce que le président de la République d'aujourd'hui semble convaincu, plus que jamais, qu'il fait un travail extraordinaire. Et ce peuple est en train d'exprimer, maintenant même, à travers les réseaux sociaux, une colère qui a une densité difficile à mesurer. Elle peut être débordante, ça va être un tsunami, possiblement. On ne va pas s'en sortir s'il n'y a pas, clairement, immédiatement, une énorme concession faite par le système. D'accord ? Votre question, vous insistez
sur le peuple, qu'est-ce qui va se passer, ou bien comment ça pourrait se passer. C'est ça que vous avez bien exprimé. D'abord, on essaie de comprendre ce phénomène, donc ce sursaut populaire. Oui. Parce que c'est, comme ça a été dit par notre ami Jamaldine Benchenou, c'est une idée, pas seulement en Algérie, même dans l'histoire des peuples. Oui. Et on essaie de comprendre cette implication de toutes les franges de la société. On a parlé le rôle des femmes, le rôle aussi on a vu des images des enfants, des images des familles. Là, on a vu les images des avocats, mais aussi l'implication des jeunes, qui était pertinente par rapport au sursaut, parce qu'il y avait la question aussi des réseaux sociaux, il y avait et ça c'est nouveau, on l'a pas vu. Mais oui, mais parce que les jeunes d'aujourd'hui sont des gens qui sont très politisés. Et ça ne sont pas les jeunes de notre époque, parce que nous, quand on avait besoin d'une information, nous devions aller vers l'information. Aujourd'hui, l'information vient vers eux. D'accord ? C'est très important, ça. C'est un élément qui est très important. Mais attendez, je vais vous donner encore un autre exemple qui est flagrant et qui est connu de tous. Vous vous rappelez quelle était la première promesse faite par le président Tebboune pendant sa campagne? Il avait promis de restituer l'argent détourné. On est bien d'accord? Et comment? Où est cet argent, monsieur? Est-il revenu? Non. Parce que s'il était revenu, en essayant de faire du populisme, ils auraient donné au moins un justificatif. Voilà, nous avons réussi à faire ce que nous avions promis. Or, ils ne l'ont pas fait. Donc, on revient à la question de M. Nasser. Les jeunes d'aujourd'hui sont des gens qui ont une texture intellectuelle très, très, très rigide, très formée, sont très éveillés, très intelligents, ils ont une capacité de l'analyse qui est certaine. Attention à ces jeunes-là. Ces jeunes-là veulent un pays qui s'exprime dans le monde, un pays qui... On ne mérite pas d'être en retard par rapport à des pays voisins, parce que nous le sommes. Je vous donne un autre exemple, tout récent. Hier ou avant-hier, le président de la République a visité le site de dessalement de l'eau de mer à Oran. Aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi. C'est pas ça. Ok. Alors, moi, je vous dis, j'ai des amis qui étaient sur place. Regardez cette hypocrisie vis-à-vis de ce peuple. Moi, je reviens toujours vers le peuple. Votre question, en vous donnant des éléments probants. Regardez, vous savez que cette station n'est pas opérationnelle. On a ramené une citerne de 1500 litres qu'on a branchée sur un robinet pour faire objet d'une source, d'un petit ruisseau. C'est vraiment, pour le jeu de mots, du goutte à goutte. C'est-à-dire, on veut faire passer absolument... Pourquoi ? Parce qu'ils avaient donné la promesse, ils avaient fait une promesse que cette station serait opérationnelle avant Ramadan. Voilà. Donc, moi je suis désolé de le dire. Ils ont été jusqu'à ce point-là. Ah oui, mais ce que je vous dis maintenant, messieurs, moi je prends ma responsabilité à 200%. Non, mais c'est-à-dire le degré de la bêtise est stratosphérique. C'est-à-dire que, moi je vais vous dire, je donne mon opinion à moi. L'Algérie de Bouteflika, on se portait beaucoup mieux. L'Algérie de Bouteflika, tout était disponible. Vous vouliez acheter un véhicule de votre choix, vous en aviez accès. Vous vouliez voyager, vous vouliez travailler, vous vouliez faire ceci, cela. Bon, il y avait un petit cercle fermé, voilà, c'est normal, dans tous les pays du monde. L'Algérie n'a pas inventé l'eau chaude dans ce contexte-là. Mais aujourd'hui, ce qui est ahurissant, un terme que vous aimez... Et pourtant, c'est ce qui nous a amené au Hirak. Mais oui, mais ce qui vous a amené au Hirak... Quand vous parlez de l'ère Bouteflika. Oui, parce que le Hirak vient d'où? Vient d'un peuple qui a dit non, dans le pacifisme. Aujourd'hui, c'est un peuple qui va dire non, mais attention, la marmite a pris de la température, a pris de la pression. Aujourd'hui, ce peuple n'a pas de logement, n'a pas d'emploi, d'accord? N'a pas de perspective future. Les haragas sont en train de mourir tous les jours. C'est le mandat, la présidence de Tebboune, sur le plan social, diplomatique, n'en parlons même pas, sur le plan politique, sur le plan économique, est le plus grand échec de l'Algérie indépendante. Je finis sur ce point et je dis qu'il faut maintenant un changement radical, il faut donner la main aux jeunes,
Laissez les jeunes maintenant prendre les commandes de cette nation. Très bien. Parce que ce qui calmera les jeunes, c'est un jeune président. Et c'est un système nouveau, refait. Très bien. On aimerait bien rester d'abord dans cet espoir qui a été suscité par le Hirak, Nazim Taleb. Bien sûr, il y avait cette phrase qui a été prononcée par le jeune Sofiane, après la chute de Bouteflika. On regarde. بما تحقق لحد الآن يقولون إنهم يمكن إنهم حققوا بعضهم يا أخو ما كاش منها عفوا ما كاش منها ماناش مقتنعين قاعدتك بالتغيير نحاو بيون وعاودوا داروا بيون واحد اخر تنحاو كاع عربية تنحاو كاع ما نعرفش عربية هذه هي الدرجة تاعنا شكرا هناك من لم يقتنع بهذه التغييرات كما رصدنا من خلال الشارع هناك من يقول أن وجوها تغيرت فقط لكن extraordinaire. Nazim Taleb, Jamal كان يضحك aussi مع هذا Nazim Taleb. يعني Sofiane, ce jeune Sofiane a résumé tout, si on peut dire, sur le ras-le-bol qu'il y avait dans la société, mais aussi la rupture du peuple avec ceux qui étaient au pouvoir. Oui, il a dit بالدارجة الجزائرية ce qu'on dit باللغة العربية تغيير الجذري, c'est-à-dire le slogan du Hirak. exactement, يتنحاو. Absolument. Non, c'est encore une fois, ce Hirak a été effectivement un espace de créativité inégalable, que ce soit au niveau de la chanson, au niveau des slogans, au niveau du pacifisme, au niveau du harcèlement. Rappelez-vous, ils harcelaient même les hommes politiques. C'était extraordinaire. Vous avez parlé du phénomène Tal-Harga, Nazim. Comment expliquer que le phénomène Tal-Harga حبس الوقت هذاك يعني on voyait plus d'Algériens qui prenaient donc le risque de perdre leur vie يعني في la Méditerranée pour arriver à l'autre rive de la Méditerranée? Pour moi, ça résume en un seul mot, l'espoir. Imaginez-vous vous-même, hein, je vous dis Nasser, vous êtes, je ne sais pas moi, dans un village, vous n'avez aucune perspective. Vous faites quoi? Vous cherchez à vous enfuir. Si je vous dis Nasser, demain, on va faire un partenariat avec le village à côté, il y aura quelque chose, il y a un espoir, vous allez rester et vous attendrez les opportunités qui vont arriver. L'espoir fait vivre. L'espoir, effectivement, c'est ça qui a fait que... Il n'y a pas que le Haraga. Tout le monde a repris espoir. C'est-à-dire des jeunes qui... Vous voyez, même, je me rappelle, Nazim, je vous ai coupé la parole, et on avait couvert, bien sûr, le 2019, ce Hirak, à la seconde, mais je ne sais pas qu'à la minute, et on se rappelait des étudiants. Quand ils sortaient, donc ils nettoyaient les universités, même le personnel. Accompagné par le Hirak pour les protéger. Oui, absolument. Il y avait même le personnel des hôpitaux médicaux qui nettoyait aussi les hôpitaux, que nous-mêmes ils se brûlent. C'était extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Moi, ça m'a fait rappeler, j'étais jeune, hein, dans les années 90, j'avais 12 ans. C'était l'effervescence. Bon, ça c'est mal fini, mais c'était encore l'effervescence dans les années 90. Et je me rappelais, Nasser, quand je descendais, il y avait les gens qui ils seraient au trottoir. Ils seraient au trottoir. Avant, ou là, ils seraient dark, et le reste, tu le balances dans la rue. Les gens, ils seraient au trottoir, un espace qui est considéré pour eux comme un espace public. Parce que ils se réapproprient leur pays. Et quand vous vous réappropriez le pays, déjà, c'est extraordinaire. Parce que tout ce que vous allez faire, entreprendre, change de dimension. Change de dimension et va aller, bien sûr, il y a l'intérêt personnel, mais il y a aussi l'intérêt public. Général. Comme je disais, moi à l'époque, quand je suis c'était toujours dans les années 90, il y avait toujours le retard. Les gens devenaient généreux. Il y avait un enthousiasme, un engouement. Pourquoi? Parce qu'on se réappropriait l'espace public.
parce qu'on pouvait s'exprimer. On avait l'impression, effectivement, qu'on vivait dans notre pays. Pourquoi l'Algérie? Vous avez parlé d'un point tout à l'heure. Vous avez dit, oui, mais le Hirak Machira Ykhrouj, c'est pas parce que... Il n'y a pas de marche. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas la liberté, justement, de... Vous auriez donné la liberté aux Algériens, aujourd'hui même, vous auriez dit, vous avez ni inculpation, ni poursuite, etc. Ils vont sortir par 40 millions. L'élément de la répression. Rappelez-vous le 1er novembre, rappelez-vous les événements du 1er novembre, l'istiqlal. Quand c'est organisé par l'État, c'est fade. Un truc officiel, comme il a dit, avec gazous, habba millefeuille. Ça devenait fade le 1er novembre. Pourtant, c'est quand même un événement majeur dans notre histoire. Eh bien, regardez le 1er novembre, comment il a été célébré lors du Hirak. Oui. Des jeunes que nous, on croyait qu'ils ne connaissaient pas l'histoire algérienne, ils brandissaient les photos de Chouhada. Les noms des Chouhada. Et ça, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que cette jeunesse nous a surpris. Et effectivement, il faut rendre hommage aux étudiants, aux étudiantes. Et le nettoyage ne se faisait pas que le mardi, il se faisait même le vendredi. Même le vendredi, les gens sur la place Odin, moi j'ai assisté à Oran, à Tlemcen, à Bjaya, à Tizi. Les gens ne nettoyaient pas que le mardi. Mais, encore une fois, quand on se sent propriétaire de la chose, bah forcément tout change. Quand vous avez l'impression que vous êtes locataire et propriétaire, vous n'allez pas traiter votre propriété de la même manière. Vous allez prendre soin, vous allez l'embellir, vous allez même dépenser de l'argent pour l'embellir. Vous allez mettre un pot de fleurs, vous allez meter un palmier, du gazon autour. C'est ça. Il y avait aussi un Nazim, Adel et Jamaldine aussi, quand il y avait des milliers de hirakistes qui passaient devant un hôpital, que nous ils scondaient par respect aux malades. Et je me rappelle très bien parce que on avait parlé de ce comportement extraordinaire. Mais aussi, on veut revenir sur le slogan qui était phare aussi, l'istiqlal. Les Algériens n'ont pas compris pourquoi l'istiqlal. Pourquoi donc, comment peut-on lire ce slogan politique, l'istiqlal, alors que l'Algérie est indépendante depuis 1962. Mais ça, effectivement, c'est ce que mentionnait tout à l'heure Jamaldine Benchello, c'est la mémoire collective. Un jeune aujourd'hui, il va parler à son oncle, il va en parler à son père, il va parler à son grand-père, il va lui dire, on a versé du sang pour ce pays. Mais, qui jette 62, on n'a rien vu venir. Pire, tout ce que promettait la révolution algérienne, ils ont fait comme un stylo, table rase, on refait la même chose comme le colonisateur. C'était quoi les déclarations de 54? Daoula démocratie, une assemblée constituante, l'égalité des chances en termes de propriété, parce que tout était pour les colons, donc il fallait une distribution juste de la richesse aux Algériens. Et les Algériens en 62, eh ben, ils n'ont rien vu de tout cela. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'armée Al-Houdoud en guerre avec l'armée de l'intérieur. Et à l'époque, les gens, vous savez ce qu'ils disaient, le Moujahidine, j'en ai connu 2 ou 3 à Tlemcen. Ils me disaient, je préférais bouffer de l'herbe parce que c'était dur. Vous savez, il y avait certains Moujahidines, tellement ils étaient mitraillés, il m'a dit, on dormait debout 48 heures, 72 heures dans une godasse. Quand on enlevait la godasse, on enlevait la chair. Il m'a dit, on en avait marre de la guerre. Donc 7 ans, ça suffit. Les Algériens étaient fatigués par cette guerre. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il va dire à son fils? On a versé du sang, j'ai marché, j'ai perdu des frères, des cousins, etc. pour que l'armée Al-Houdoud, les canous yaklou le tagine, aussi bien في تونس ولا المغرب et finalement هم اللي خداو الحكم. Donc le fils, qu'est-ce qu'il dit? Effectivement, on n'a pas eu l'indépendance. Voilà. On n'a pas le colon, mais on a un autre colon qui est fait Zeralda, qui est fait Club des Pins, et comme il disait vos invités, en fait ils ont créé une autre caste d'Algériens.
une caste où tout le monde peut aller visiter le pays qu'il veut. Il n'a pas besoin, lui, de 700 ou là, de 200 euros d'allocation touristique. Il a un compte ouvert avec les cartes qui vont avec. Il n'a pas de problème de visa, il n'a pas de problème de passeport, il n'a pas de problème de voiture, il n'a pas de problème de... Et vous avez l'Algérien de base où il est obligé, avec 30 000 à 40 000 dinars, de faire vivre 2 enfants, aller à l'hôpital, se soigner, se nourrir, etc. Donc effectivement, l'Algérien, à ce jour, n'a pas l'impression d'avoir acquis son indépendance. Très bien. Sur ce slogan, Jamal Din Ben Chenouf, l'istiqlal, istiqlal. Oui, mais c'est exactement ce que dit Nazim. On en parlait tout à l'heure, pendant que l'Algérie, le 5 juillet 62, attendait de voir naître ce miracle qui porte pour nom Al-Hurriya, eux, ils l'ont volé. Le peuple algérien ne l'a jamais connu. Al-Hurriya, il ne l'a jamais connu. Il a connu que les succédanés, que les façades Potemkin. Derrière, il y avait une triste réalité. Et les Algériens le savent. Ils ont peur, ils sont frustrés. On leur laisse le choix que d'être qavz, ça veut dire malhonnête, ou de crever, ou là où ils hajjou b'soir de rachwa, ou là où le kdeb, le téléphone, le piston. Et donc, c'est quoi ça? Les gens sont morts en centaines de milliers pour en arriver là, pour vendre les bijoux de famille, permettre à notre fils de se jeter. Mais les gens parlent beaucoup de corruption de Bouteflika. Rappelons-nous ce que Houari Boumediene disait. Tu avais. Ils l'ont encouragé, la corruption. Mais quand il y a ça veut dire mais Nasser, je voudrais juste dire mon avis sur 2 choses. C'est vrai que c'était l'espoir. Parce que pourquoi les gens ils se jettent dans la mer, ils quittent leur famille, quittent leur terre pour venir en France ou en Espagne ou en Italie, devenir des clandestins, dormir sur des cartons, passer leur temps à fuir la police, à vendre des Marlboro, se nourrir à Carrefour en volant dans les étalages. Non, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi l'Harga s'est arrêté? Il a vu l'espoir d'un pays qui enfin allait accéder au niveau qui était vraiment le sien. L'un des plus beaux pays au monde, le plus grand pays d'Afrique, le plus grand pays arabe, si tant est qu'il ait un temps soit peu arabe. Appelé le grenier de l'Europe. J'ai plus besoin de partir. Et il y a eu même un frémissement de Harga à rebours. On était nombreux à nous préparer à rentrer au pays pour aller travailler là-bas, comme des pionniers, reconstruire le pays, détruire ce qu'il fallait détruire, pour reconstruire à sa place ce qu'il fallait construire, pour ériger un état de droit, un état de justice sociale. Mais je voudrais vous raconter une anecdote qui va vraiment illustrer que le fait que ce régime a confisqué l'indépendance avant même l'indépendance. Et qu'il le savait très bien, il ne l'a pas fait comme ça fortuitement. Il m'a raconté un jour quelque chose. Il est très 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 versé dans les sciences sociales. Il est vraiment sociologue ou averti et tout. Bon. قال لي واحد النهار جاء le président en visite dans telle région, je ne vous dirai pas la région, je ne vous dirai pas le nom du président. Parce que c'est tellement dégueulasse que je veux salir personne. راح له قال له سيد الرئيس حبيت نقترح عليك حاجه. قال له وي. قال له على بالك علاه لي guichets في les mairies ils sont à 1,5 mètre du sol. قال له bon pourquoi. قال له parce que durant le colonialisme, quand les pieds noirs, les Français de souche, venaient à la mairie ou à quelconque administration pour régler leurs problèmes administratifs, ils étaient reçus dans les bureaux. Qui mène en français en ce moment, ou l'anglaise. Mais les indigènes, ils devaient passer par les guichets. Et quand il allait au guichet, il devait se baisser pour parler au préposé qui était derrière. S'incliner, s'agenouiller presque.
être à moitié d'homme, faire ça. Monsieur, et il lui laisse juste une petite ouverture. Et l'autre derrière, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, bien assis dans son fauteuil et tout. Il lui a dit, ces guichets ont été conçus sur un principe très clair. Garder l'indigène dans la soumission, en tout, dans le moindre geste qu'il a avec l'État, avec l'administration coloniale. Avec l'homme blanc. Avec l'homme blanc. Le président l'a bien écouté. Il lui dit, ah bon, ah d'accord. Galoubin, monsieur le président, justement, puisque vous allez visiter un chantier où il y a un projet de mairie, où il y a des guichets, et qui sont conçus dans ce modèle. Je vais vous demander de demander à l'architecte et aux autorités d'élever le guichet à hauteur d'homme, pour que lorsque le citoyen arrive, il parle en homme, debout, face au commis qui doit le servir. Et quand je dis commis, je n'humilie personne. Hein. Au commis qui doit le servir et devant lequel il n'a pas à se soumettre, à s'agenouiller. Qu'est-ce qu'il lui a dit le président? Non, non, non. C'est tout dire. C'est tout dire. Absolument. Adel, on va d'abord écouter Tebboune, puisque Tebboune a parlé aussi, après l'avènement de Majid Tebboune en 2019, le 12-12, a parlé de Hirak Moubarak. On l'écoute. نبلغكم رسميا بلاني مضيت المرسوم اللي يجعل من 22 يوم وطني وسميناه اليوم الوطني لاتحام الشعب بجيشه من اجل الديمقراطيه. هذا هو العنوان تاع ودوك ينشر في الجريده الرسميه ونبدا نحتفل به سنويا ان شاء الله. وحقيقه لما قلت حراك مبارك، حراك مبارك بدون ما نزيد ندخل في التفاصيل احمى البلاد من انهيار كلي. كادت الدولة الوطنية تروح نهائيا مثل ما راحت في دول أخرى اللي اليوم يحوسوا على وساطة باش يلقوا بيناتهم ويحلوا مشاكلهم. Voilà. Donc, Majid Tebboune qui dit donc le 22 février 2019, Hirak Moubarak, التحام الشعب بجيشه من أجل الديمقراطية. Donc, on ne sait pas ce concept, connaît pas ce concept. Adel. Aujourd'hui, on n'a pas vu les images. Il faut traduire la phrase, pardon, Nasser, التحام يوم الالتحام. Qu'est-ce qu'il a dit après? التحام الشعب بجيشه من أجل الديمقراطية. Alors, ça veut dire le jour comment on dit, de l'union, pour être simple, voilà, le peuple des peuples avec son armée. Alors que le Hirak, il disait Madaniya ماشي عسكرية. Absolument. مدنية ماشي عسكرية. ويقول. Et c'est pour ça que je. ويقول. Pour la démocratie. Pour la démocratie. واش يقول ثاني؟ يقول مخابرات إرهابية. Et les mukhabarat, c'est quoi? C'est l'armée. Est-ce que nous avons des services comme les autres pays où il y a des civils? Non. Les mukhabarat, il n'y a que des militaires. Et donc lui, toute honte bue, il débarque comme ça. Hirak al-Moubarak, dont il empêche les Algériens de le fêter, et il dit le jour de la grande réconciliation, la soudure, l'union du peuple avec son armée. Son armée pour la démocratie. Adel. Quand on entend Majid Tebboune dans ses déclarations et quand on voit la réalité aussi, on ne voit pas le Hirak Moubarak qui n'est pas fêté en Algérie. Bien au contraire, il y a eu des militants politiques, peut-être que Nazim en parlera, qui ont été même arrêtés. Adel. Ce concept Iltiham Sha'b, l'union du peuple avec son armée pour la démocratie, alors que c'était le Hirak qui était très clair. Dawla Madaniya, Machi Askari. De toute façon, c'est tout honneur au Hirak parce que l'armée, de toute façon, n'a pas de vocation d'être aux commandes, d'être au contrôle, d'être aux décisions. C'est le pouvoir civil, c'est le travail du pouvoir civil. Donc je pense que c'est légitime que ce slogan qu'il émerge. C'est vraiment prendre le pouls de la société, ce slogan-là.
Bon, il y a toujours eu un divorce, depuis 62, je pense, ou peut-être même avant. Moi, je suis jeune, plus ou moins. J'ai pas eu l'honneur de connaître une Algérie où il y avait des gentlemen beaucoup plus coriaces qu'aujourd'hui, coriaces dans le sens positif, bien sûr. Mais j'ai connu de grands ténors, de grands seigneurs, de la grande période de la politique algérienne, de la grande diplomatie algérienne. Hélas, aujourd'hui, l'Algérie est démunie d'hommes au pouvoir. Il y a un divorce certain, consumé entre le peuple et le système. Tout le Hirak. C'était l'expression du divorce cette fois-ci, d'une manière ô combien claire. Or aujourd'hui, le président Tebboune semble vouloir absolument créer un mariage entre le peuple et le système. Mais il le fait d'une façon où il a décidé de faire un langage pour deux. C'est-à-dire, il parle par procuration parfois. Non. Il force le peuple à vouloir venir de son côté. En parallèle, bien sûr, pour un oui, pour un non, on instrumentalise la justice pour emprisonner des innocents parce qu'ils se sont exprimés. D'ailleurs, je reviens à ce que vous disiez il y a quelques instants, et j'aimerais bien aussi avoir votre avis, vous deux, par rapport à ça. Quand il dit... il a signé un décret présidentiel, c'est ça, pour le 22 février. C'est bien ça, c'est un décret qui a été signé. Bon, un décret présidentiel... C'est institutionnalisé. Bon. La journée a été institutionnalisée, c'est-à-dire le décret et tout le dispositif législatif et réglementaire qui vont avec. D'accord. Alors, moi j'aimerais poser une question. Ça serait intéressant de voir la naissance d'un parti politique qui s'appelle Hirak et qui soit représenté au Parlement. Puisque c'est institutionnalisé, comme vous dites. Ça, on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que nul n'est plus sourd que celui qui ne veuille pas entendre. Le président Tebboune est quelqu'un qui est braqué sur une idée. Il veut absolument rendre hommage à l'armée, le peuple, l'armée. Mais quand on est un président, bon, nous savons tous, comme je l'ai déjà dit de par le passé, vous savez, le président Tebboune n'a aucune dimension politique, n'a aucune, encore moins diplomatique. Donc c'est quelqu'un qui dit des choses qui sont parfois vraiment le véhicule le plus extraordinaire du non-sens. D'où, par exemple, il veut faire une union pour le peuple et l'armée. Mais monsieur, mais il faut parler pour votre personne, autant que garant de l'État. Vous êtes président de la République. Vous ne représentez aucunement le képi. Et puis l'armée prend... Voilà, en plus. Pourquoi? Bravo, merci beaucoup. Mais il n'y avait pas de rupture aussi entre le peuple et l'armée. Quand il y avait le slogan de Dawla Madaniya Machi Askariya. Oui. Est-ce que ce slogan était contre l'armée? La question. Il reconnaît implicitement que c'est un organe, un corps étranger. On ne peut pas faire une union avec soi-même. Je vais revenir dans une armée populaire. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je reviens à vous après, Anas. C'est juste un petit commentaire. Non, vous avez bien fait de mentionner cela. Et d'ailleurs, j'aime bien cette phrase, on ne peut pas faire l'union avec soi-même. C'est-à-dire, de toute façon, même de par la nature, un couple ne peut pas être fait dans un seul sens, il faut toujours deux. Écoutez, tant que le président et ces gens qui gravitent autour de lui n'ont pas encore compris, enfin ils ont compris, mais n'expriment pas le besoin urgent de faire des concessions immédiates, il faut absolument libéraliser les juges, la justice. Il faut que la justice soit au-dessus de tout le monde. La séparation des pouvoirs. Pardon? Absolument. Absolument. D'ailleurs, il serait très intéressant de voir, si on veut, moi j'aimerais bien, vous avez vu, je ne sais pas, avez-vous vu hier cette intervention du président Trump avec les gouverneurs? Et donc il avait dit à une des gouverneurs, il leur a dit, écoutez, il va falloir que vous fassiez en sorte que votre État ne puisse pas encourager des hommes dans le sport des femmes, etc., etc. Elle a ouvertement dit non. Il lui a dit, si vous ne répondez pas, je vais couper les financements pour votre État. Elle lui a dit, je vous verrai en justice, monsieur. Ça, c'est un État de droit. Et nous n'avons pas la maturité aujourd'hui pour un État de droit. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas la maturité. Pour nous, un président ou un membre Nous n'avons pas la maturité. C'est qui, nous? Nous, c'est les... Bon, c'est toujours dans un sens impersonnel. Nous, c'est-à-dire, autant que nation. Nous n'avons pas cette maturité. Pourquoi? Parce que
encore une fois, ça c'est une caractéristique qui est relative à ceux qui sont au pouvoir et non pas au peuple. Moi, si j'étais un citoyen algérien, sachant que le juge du tribunal d'Abladi est totalement libre de son action, j'irai à la barre avec joie. Parce que je sais que mon procès sera équitable. Aujourd'hui, en 2025, monsieur, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère du progrès, à l'ère où nous sommes, je ne sais pas si les gens réalisent le retard abyssal que nous avons dans tous les registres de cette présidence aujourd'hui de M. Abdelmajid Tebboune. Vous savez, je conclurai par cette phrase. Je suis convaincu que le retour de manivelle de ce qu'ils ont fait depuis 6 ans va être effroyable. Et cette fois-ci, ça sera à leur dépens. Nazim Taleb, très rapidement, comme ça, on va finir avec Jamal Eldin Benchenouf, parce que les Ikhwa fil Gali sont en train de me dire qu'on est arrivé à la fin de l'émission. C'est quoi la question, Nasser? Je vous laisse donc le mot de la fin. On a parlé de l'espoir. Est-ce qu'on peut finir avec une note positive, malgré donc une situation qui n'est pas extraordinaire? 6 ans après, est-ce qu'on peut toujours rester sur cette note positive du Hirak, de l'espoir qui a été suscité en 2019? Moi, je dirais que la réponse, celui qui a un doute, il n'a qu'à voir ce régime répressif, comment il réagit maintenant, aujourd'hui. Ils viennent d'embarquer Malik Riyahi. Tajadid, ils l'ont mis 5 ans en prison. Vous croyez vraiment que ce régime, s'il était vraiment sûr, droit dans ses bottes, croyant que c'est bon, la vague est passée, la tempête s'est calmée, vous croyez vraiment qu'il va réagir comme ça? Non. Donc celui qui a un doute sur le retour du Hirak, sur une lueur d'espoir, sur un changement profond et réel de l'Algérie, n'a qu'à voir comment ce régime réagit aujourd'hui. Abdelmajid Tebboune disait c'est Eid Watani, donc par définition, tout le monde peut sortir, on ne travaille pas, c'est chômé et payé, on ne travaille pas, c'est festif. Là, je lisais avant de rentrer dans le plateau, BRI, la police, partout. Vous appelez ça fête nationale. Donc, eux, ils ont, dans le discours officiel, ils adoptent le Hirak, mais ils ont une peur bleue du Hirak. Donc, s'ils ont une peur bleue, rassurez-vous, Nasser, à tous les téléspectateurs, à tous les Algériens et les Algériens, le peuple, même s'il connaît des déboires, même si ça se calme, comme on parlait tout à l'heure de l'histoire, bien sûr, c'est sûr que, comme disait Adel, il faut venir regarder l'avenir. Mais pour regarder l'avenir sereinement, il faut toujours voir le passé. L'Algérie est passée par des moments d'accalmie, surtout entre 1870 et 1930, mis à part l'épisode, le petit-fils de Amir Abdelkader. Donc les périodes d'accalmie existent dans chaque révolution. On est peut-être dans une période d'accalmie, mais encore une fois, l'amplitude ne cesse de s'accroître. Vous avez, comme on disait, 70, le mouvement des étudiants, notamment le PAX, etc., le mouvement communiste. Après, vous avez les années 80, 88, ça monte en amplitude. Ça montre bien que, premièrement, il y a une prise de conscience de la population algérienne, que cette prise de conscience se traduit par un regard sur l'extérieur, parce qu'on voit comment ça se passe à l'extérieur, et donc le Hirak, la révolution va venir. Je n'ai aucun doute. Comment, quand, ça c'est autre chose. Mais encore une fois, moi je garde espoir, je suis persuadé que le changement va venir, et surtout par rapport à ce qui se passe à Gaza, quand vous voyez que 52 nations, notamment les nations arabes, ne peuvent même pas bouger le petit doigt pour aider leurs frères. Et eux qui sont en train de vendre, parce que la question palestinienne, rappelez-vous, dans les Ma'om, etc., même les peuples aujourd'hui voient que tout ça c'est du pipeau. Que l'Algérie, avec 25 milliards de budget, ne peut même pas tenir tête à une nation, un État de 7 millions qui représente même pas le 10e de la plus petite des wilayas en Algérie. Très bien. Très rapidement, Jamal Eldin Benchenouf. Moi, je dirais une phrase, et la formule n'est pas de moi. Il ne faut jamais désespérer du génie des peuples. C'est tout.
Très bien. Vous ne pouvez pas avoir une question aussi brève, donc merci d'être bref. Je remercie mes invités. On est arrivé donc à la fin de cette émission, de cette couverture spéciale. Merci à Jamaldin Benchenouf, merci aussi à Nazim Taleb, merci aussi à Adel Khalf qui m'ont accompagné donc dans cette émission. La couverture spéciale continue sur la chaîne Maghribia.